Alors, on va essayer de finir pour 11 heures. Ouais, non, on va peut-être finir sur la conclusion de M. Mazoyer, qui dit « L'avenir, c'est le mutualisme ». Et la Louve en essaye, puisque nous sommes un supermarché coopératif, un futur supermarché coopératif, et donc une future coopérative de consommation. Donc c'est un gros travail. Alors, vous aurez quoi à dire sur ce que vous pensez de ça, cet avenir dont parle M. Mazoyer? Eh bien, nous, on essaye d'y mettre en place. Si on avait vu plus le film, eh bien, on aurait vu qu'on avait des expériences de fermes, de magasins de producteurs. On a les AMAP, on a un certain nombre de choses qui sont déjà mis en place. Hein, donc, vraiment, nous, on essaye, et à Réseau GM, puisque notre président que vous avez vu, qui est Dominique Vianney, hein, c'est lui le maraîcher, hein, qui est avec ses petites bêtes et tout ça. Donc, voilà, et c'est un bonus du film Cultivons la Terre, là où on le voit. Mais vraiment, disons qu'il a été le précurseur dans les monts du Lyonnais, la première ferme, la première magasin de producteurs qui s'est mis en route dans toute la région Rhône-Alpes, c'est lui qui avait mis en route tout ça. Donc voilà, on essaye d'avoir mis ce partenariat. Et moi, j'ai l'habitude de dire, c'était Clémenceau qui disait « La guerre, c'est trop sérieux pour être confié au sol militaire ». Et bien moi, je dis « L'agriculture, c'est trop sérieux pour être confié au seul dirigeant de la FNSEA ». Oui, non, mais je partage complètement ce point de vue. Hein. Quand on parle de circuit court, ce n'est pas que la distance géographique, mais c'est effectivement la rencontre plus étroite entre consommateurs et agriculteurs. Alors, il y a l'expérience de la coopérative La Louve, sans doute, me semble-t-il, mais les AMAP, effectivement, ça a été signalé. Mais y compris quand j'évoquais tout à l'heure qu'on pourrait faire en sorte que la restauration collective, les écoles, les collèges, les lycées achètent des produits bio sans avoir à payer le surcoût parce que ce seraient les subventions de l'Union européenne, je pense qu'on pourrait s'inspirer des AMAP et je ne vois pas pourquoi on n'organiserait pas des rencontres entre associations de parents d'élèves, sous la présidence des maires, hein, quand il s'agit des écoles. Écoutez, sous la présidence des maires, on fait une rencontre, les parents d'élèves, les agriculteurs du voisinage, et on discute sur qu'est-ce que pourrait être le cahier des charges des produits à livrer dans la restauration collective et autres. Et je pense que ça aiderait énormément aux consommateurs de comprendre les difficultés des agriculteurs, et il y en a, notamment l'endettement, hein, diversifier les systèmes de production quand on est déjà très endetté, c'est pas simple, et les producteurs pourraient effectivement rencontrer qui est le vrai client, hein, parce que souvent, pour défendre l'agriculture industrielle, les paysans me disent, enfin les exploitants agricoles plus exactement, me disent, mais écoutez, monsieur Dufumier, on n'a fait que ce qu'on nous a demandé, le client est roi. Et beaucoup de producteurs ignorent que le vrai client, il n'est pas roi, qu'entre le client final et eux, il y a des monopoles. C'est effectivement l'agro-industrie qui impose aux agriculteurs un cahier des charges standard. C'est la grande et moyenne distribution aussi, qui veut que des tomates qui résistent bien au transport et qui du coup n'ont aucun goût. Et peu d'agriculteurs se rendent compte que finalement, il y a un grand nombre de consommateurs qui souhaiteraient quand même avoir des tomates gustatives et qui souhaiteraient avoir une alimentation bio, soignée et de toutes ces qualités. Il y a urgence, effectivement. Moi, je pense qu'y compris si on veut un jour que la politique agricole commune change, il faut se battre. Le mutualisme, c'est effectivement consommateurs, paysans, environnementalistes, tous unis. Peut-être une question. Un micro. Le micro, il arrive.
Oui, alors moi c'est une question que je me pose depuis toujours. Je suis pas du tout, je suis adhérent à la ruche qui dit oui depuis peu. Et bon, je suis, je pense, un citoyen moyen, on va dire, issu d'une classe moyenne. Et du coup, je me suis dit, si on arrive à un système, bon, je dis pas utopiste, parce que je pense qu'on va, moi je suis hyper optimiste, je pense qu'on va y arriver. Et si on arrive à un système 100% agroécologie, c'est-à-dire 100% qui marche au circuit court, avec des AMAP, etc. Peut-être que la réponse pour vous est évidente, mais est-ce que, parce que moi je veux vivre dans un monde toujours en croissance, c'est-à-dire croissance pas forcément économique, hein, mais je pense que même si on mange que des bonnes choses, un jour on voudra en manger toujours plus, il y a un effet de gourmandise. Alors peut-être que ce sera un petit peu... Parce que je pense qu'on veut tous manger équilibré, c'est sûr, mais même par effet de gourmandise, notre cerveau veut toujours évoluer, quoi. Enfin, évolue toujours aussi, grâce justement si on mange de mieux en mieux. Et du coup, ma question est, est-ce que si on arrive à ce système 100% en agroécologie, et plus du tout d'agriculture à base d'agriculture chimique et industrielle, comme vous dites, est-ce qu'on arrivera à nourrir toute la planète? Enfin, est-ce qu'il y a des études, finalement, qui ont été... Enfin, est-ce que peut-être pour vous, c'est oui, c'est une question, une réponse évidente, mais finalement, la réelle question, c'est ça, en prenant en compte la croissance de la population et surtout aussi en termes qualitatifs, quoi. Je ne sais pas si vous avez compris ma question, mais voilà. Enfin, moi, c'est la question que je me pose depuis toujours, quoi. Et voilà. Alors, j'ai vraiment envie de répondre à cette question. En principe, c'est même mon domaine de compétence sur lequel je travaille. J'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sud. Alors juste, excusez-moi, il faut vraiment être rapide parce qu'on doit rendre la salle dans maximum 5 minutes. Ah oui, non, mais donc je vais faire 10. Mais alors, non, rapidement, oui. Pour nourrir correctement un habitant sur la planète, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname, banane, plantain. Et c'est une alimentation certes modeste, hein, mais quand même quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande, c'est-à-dire en tout cas aucune carence nutritionnelle. La production mondiale, elle est déjà de 330. Donc la question de la faim dans le monde, vous savez, les 7,3 milliards d'habitants, on est entre 800 millions et 1 milliard de gens qui ont faim et un autre milliard qui souffrent de carence nutritionnelle. Ça n'a rien à voir avec une insuffisance de production. C'est les inégalités de revenus, c'est la pauvreté du pouvoir d'achat. Vous avez des gens qui sont trop pauvres, y compris au Brésil, pour acheter une alimentation qui existe, y compris au Brésil, et qui sera exportée ailleurs. C'est la pauvreté, c'est vrai des gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, hein, s'ils ont faim et s'ils sont mendiants, c'est pas qu'on ne produit pas assez. C'est vrai au Brésil, c'est vrai de ceux qui produisent du café et du cacao en Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une alimentation qui certes n'est pas produite chez eux, mais chez nous. Alors évidemment, 130 kilos d'excédents et des gens qui ne parviennent pas à l'acheter. Qu'est-ce qu'on fait de ces excédents? Il y a 3 directions. Un, ce n'est pas la gourmandise, c'est le gaspillage. C'est-à-dire, il y a des gens riches qui achètent cette alimentation et ils l'achètent pour le mettre à la poubelle. On ne termine pas dans l'assiette, nous dit-on. Alors là, c'est parce que peut-être, justement, la tomate n'est pas très bonne. C'est des gens qui mettent dans le frigo, la date de péremption est passée, ils vident à la poubelle. C'est les grandes et moyennes surfaces qui javellisent la nourriture excédentaire dès que la date de péremption est passée. Mais c'est donc bien des institutions riches qui parviennent à acheter une nourriture qui échappe à des pauvres, tout ça pour mettre à la poubelle. La deuxième direction, c'est l'alimentation animale. Il y a des gens suffisamment riches dans ce monde pour manger, alors cette fois-ci peut-être en excès, de la viande, boire du lait, etc. en excès et autres, et qui fait qu'il y a la nourriture qui échappe à des pauvres et qui sert à alimenter des cochons, des ruminants, des volailles. Et puis la troisième direction, je ne vous cache pas qui m'inquiète le plus, c'est qu'il est dans les 130 kilos, il y en a de plus en plus de maïs, de sucre, d'huile de colza et autres, qui sert à fabriquer des agrocarburants, alors ça échappe aux pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter, mais ça sert à donner à boire à nos voitures et à nos avions. Alors, ça c'est le constat. Déjà, si on veut lutter contre la faim, il faut mettre fin à la pauvreté dans les pays du Sud. Et la pauvreté des pays du Sud, elle provient du fait précisément qu'on exporte nos poulets bas de gamme, nos sucres, nos céréales à peine panifiables, nos poulets doux là, et céréales à peine panifiables, vers les pays du Sud. Et les gens qui travaillent à la main, concurrencés par nos excédents de nourriture, ne parviennent pas à être compétitifs, ils rejoignent les bidonvilles, ils ont faim, ils n'arrivent pas à acheter une nourriture qui pourtant existe. L'appauvrissement des pays du Sud, c'est que nous exportons les produits bas de gamme issus de notre agriculture industrielle. Donc moi, je vous proposerais déjà, si on veut vraiment nourrir la planète tout entière, c'est d'autoriser les pays du Sud à faire ce que l'Europe avait d'ailleurs fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de se protéger
de l'importation de l'étranger, c'est-à-dire de nos excédents que nous exportons là-bas, par des droits de douane conséquents. Ça fera que les prix de nos excédents vont monter là-bas et ça permettra aux agriculteurs d'être enfin rémunérés et de pouvoir nourrir la famille, épargner, investir. Faire ce que nous avions fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et les droits de douane, ça permettra de créer des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre pour que les gens des bidonvilles puissent avoir un revenu et acheter leur alimentation, même s'il devient plus cher. Et puis, dernier point, parce que j'ai plus qu'une minute, c'est bien ça, c'est techniquement, est-ce que c'est possible pour eux, dans les écosystèmes extrêmement fragiles du Sahel, du Niger, etc., d'accroître leur production avec une agriculture inspirée de l'agroécologie? La réponse, elle est catégorique, c'est oui. L'idée que le passage d'une agriculture industrielle à l'agriculture bio se traduit par une baisse de rendement, c'est vrai chez nous, dans les premiers moments, quand on a le colza attaqué par les insectes, il n'y a plus les insectes auxiliaires, il y a les mutants, les pucerons mutants résistants à l'insecticide du voisin qui attaquent le colza, c'est clair, le rendement diminue. Pour le lait, je vous signale, le film montre que d'ores et déjà pour le lait, la valeur ajoutée à l'hectare, certes le rendement de lait à l'hectare diminue, mais la valeur ajoutée de la ferme France augmente, le film le dit très clairement et très bien. Mais alors dans les pays du Sud, là où les écosystèmes ne sont pas détruits, là où il n'y a pas à reconstituer un écosystème, reconstituer un humus, retrouver des abeilles, reconstituer les insectes auxiliaires et les mésanges bleus, eh bien, je vais vous dire, c'est d'emblée qu'on peut accroître les rendements. Quand je montre des photos, j'ai la possibilité de montrer des photos, je montre des photos de mil et de sorgho sous un couvert de Féderbia albida, dans le Mali et le Niger, là où les gens se disputent les ressources, là où il y a des guerres civiles, là où la France envoie des troupes. Ben, je vous dis, même là, les solutions techniques qui leur permettraient d'accroître, de multiplier entre 2 et 3 les rendements dans la quinzaine d'années, donc bien plus vite que l'accroissement démographique, sans engrais chimiques et tout, en s'inspirant de l'usage intensif des rayons du soleil, de l'usage intensif du carbone, du gaz carbonique, de l'usage intensif de l'azote de l'air, de l'usage intensif des insectes auxiliaires, etc., fabriquer de l'humus dans les sols, je vais vous dire, d'emblée, on accroît les rendements. Donc, techniquement parlant, oui, il est possible, nous, de manger mieux et de produire peut-être moins, mais mieux, de moins exporter de produits bas de gamme. Je partage ce qui a été dit dans le film, hein. C'était Lydia Bourguignon qui dit ça, hein. C'est-à-dire manger mieux, produire mieux et moins ici, en tout cas, c'est bon pour notre santé et ça ne fera pas du tout de tort aux pays du Sud. Je vous le dis tout de suite, donc il faut juste s'y mettre et autoriser les peuples du Sud à se protéger de nos excédents et nous passer de l'agriculture industrielle à l'agriculture agroécologique. Tout le monde en sera satisfait. Je crois que M. Jacobson, vous voulez pas... Non. Le petit mot de conclusion. Alors oui, mais peut-être parce que je sais que la Louve est en partie inspirée par des modèles américains ou par un modèle new-yorkais en particulier. Je citerai juste un auteur américain que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Wendell Berry, qui dit que manger est un acte agricole. C'est le côté mutualiste, c'est les deux côtés. Les habitudes de consommation ont un effet sur les habitudes ou les moyens de production, et il faut l'utiliser, ce que vous faites avec la Louve. On vous remercie d'être venus aujourd'hui si nombreux. Donc, M. Boinon va vendre en direct ses DVD. Ensuite, voilà, nous organisons plusieurs fois par an ce type d'événement. Et puis, vous pouvez poursuivre la soirée. Il y a un buffet qui vous attend. Et bonne fin de soirée.